Bien, bonjour. Je vous propose en quelques slides de parcourir un peu ce qui est fait aujourd'hui à l'IFP Énergie Nouvelle en termes de développement en R&D et innovation dans le domaine des motorisations thermiques. Vous allez voir pourquoi on le fait, quelles sont nos ambitions et quels sont encore les progrès qu'on peut attendre de ces motorisations. Alors, quelques mots, quelques remarques liminaires pour savoir finalement IFPEN on est qui? Donc on est un organisme public de recherche et d'innovation, donc avec le statut d'EPIC. À ce titre, on bénéficie d'une notation budgétaire chaque année pour opérer des programmes à vocation, effectivement, intérêts sociétaux. On est également un centre de formation, un groupe industriel. Vous allez voir une slide nos partenariats et nos participations. Et on a vocation à avoir une action à ambition internationale, donc dans le domaine de l'énergie, du transport et de l'environnement. Alors nos enjeux et nos axes, les enjeux, c'est assez banal de le rappeler, mais quand même c'est de répondre à la demande croissante de mobilité. Vous savez que ce soit pour le fret, le marchandise ou les personnes, ça croît. Il faut bien évidemment diversifier les ressources énergétiques. Gagner en efficacité énergétique et puis améliorer la disponibilité et l'usage des ressources fossiles qui restent quand même dans le panel des offres. On s'appuie sur des axes qui est la recherche et l'innovation, c'est un peu quand même dans notre ADN. La formation également est pour nous quelque chose de très important et puis on essaye de créer de la valeur pour que nos actions soient utiles à la société. On est à peu près 1700 personnes, la plupart dévolues à des activités de recherche. On est sur deux sites, celui de Solèze, pas très loin d'ici, donc au sud de Lyon, et le site de Rueil-Malmaison dans la banlieue parisienne. Voilà quelques informations sur les budgets dont on dispose, la dotation budgétaire, qui heureusement ou malheureusement, c'est selon, a chaque année tendance à diminuer, donc il faut compenser les efforts par des ressources propres. Il est quand même notable de signaler qu'on est quand même un organisme dans lequel le ratio entre ressources propres et dotation est quand même supérieur à 50%. Donc c'est quand même quelque chose qui nous engage à être actifs et surtout utiles. Voilà globalement. Alors je vais vous parler de nos participations. Donc on a des sociétés de droit privé dans lesquelles on a soit la propriété, soit on est en partenariat. Dans le monde amont, ce qu'on appelle chez nous de la production de procédés de raffinage, on a le groupe Axens qui du coup aussi permet pour nous d'avoir des retours sur investissement. Et puis on a aussi des participations dans le domaine de la transition énergétique au niveau d'acteurs qui sont dans le domaine des machines électriques, de la technologie moteur, etc. Alors, notre recherche et les innovations qu'on essaye de promouvoir et de mettre sur le marché, elles adressent les trois sujets suivants. La mobilité durable. Donc l'idée, c'est bien de développer des solutions pour le transport efficient à très faible impact environnemental. On a également toute une activité sur ce qu'on appelle les énergies nouvelles. Donc à partir de sources renouvelables, créer des carburants ou des intermédiaires chimiques pour l'énergie ou pour le monde de l'industrie. Et puis, on a une activité historique dans les hydrocarbures, donc on essaye d'améliorer les process pour rejeter le moins possible de polluants et puis avoir des processus de transformation les plus efficients et donc les moins énergivores possibles. Alors, je vais bien évidemment faire un focus sur la partie mobilité durable pendant ces quelques slides. Alors, au niveau de la mobilité, beaucoup de choses ont été dites depuis ces 2 jours, donc je me suis permis simplement de lister, alors c'est absolument pas exhaustif, mais on voit bien que depuis quand même de nombreux mois, il y a beaucoup d'actions qui sont initiées par les pouvoirs publics et qui finalement ont vocation à apporter des solutions, à créer des choses pour limiter les impacts environnementaux de la mobilité et puis avec en corollaire la décarbonisation du secteur du transport, avec pour objectif, bien sûr, la neutralité carbone en 2050. Donc tout ça, va être honnête, ça motoriste historique, ça nous bouleverse un peu, donc ça nous force à revoir les choses avec nos partenaires.
Et donc, la recherche et l'innovation qu'on met en place, eh ben, elle doit être réactive pour s'adapter par rapport à ce nouveau champ de contraintes et bien évidemment répondre aux attentes du marché. Alors, quand on a dit ça, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, pour les constructeurs qui mettent sur le marché donc, des parcs de véhicules, ils doivent, comme vous le savez, satisfaire des exigences en termes d'émissions de CO2. Alors pour l'instant, ce sont des émissions de CO2 au niveau du véhicule. Il est très probable que si on tient compte, on en a parlé hier, de la chaîne qu'on appelle du puits à la roue, toute la partie contributrice avant que le carburant soit sur le véhicule, si elle est prise en compte, ça va probablement changer les choses. Mais pour l'instant, on se focalise sur le véhicule. Ça devient compliqué parce que le diesel qui est décrié, alors sans porter aucun jugement là-dessus, il a quand même le bon goût, le véhicule diesel, d'être un très très bon transformateur d'énergie en termes d'efficience. Et donc, moins vous en mettez de véhicules diesel sur le parc, ben, vous avez un effet direct sur le niveau moyen d'émission du parc. Donc c'est quand même un sujet qu'il faut... Du coup, le corollaire, bah, c'est que la part des véhicules dits essence, avec un mode de combustion qu'on appelle allumage commandé, bah, prend le dessus. Et du coup, nous, ça nous pousse à aller vers des recherches et des développements qui sont plutôt aujourd'hui ciblés, vous allez le voir, sur les combustions dites essence ou gaz naturel, qui est aussi un carburant tout à fait adapté par rapport à ça. Et puis, vous le savez, bon, on a aussi des normes et des contraintes au niveau des émissions proprement dites, hein, avec des réglementations qu'on va voir qui sont extrêmement strictes et qui nous poussent toujours à revoir les choses dans un champ de contraintes qui ne cesse d'évoluer. Alors, ça a été dit, tout le monde l'a compris, hein, l'électrification des motorisations est aujourd'hui indispensable, hein, avec les objectifs qui sont rappelés ici. Hein, et donc, on est d'ores et déjà dans une croissance nécessaire des véhicules électrifiés. Alors, je dis bien véhicules électrifiés parce que souvent, il y a un tropisme sur la partie électrique, mais on oublie qu'un véhicule hybride, c'est aussi un moteur thermique qui est associé plus ou moins astucieusement avec une motorisation électrique. Mais c'est avant tout un moteur thermique qui doit respecter les normes, les contraintes dont on vient de parler. Donc clairement, il y a encore un champ d'activité énorme dans le domaine des motorisations thermiques pour les améliorer, les rendre plus efficientes et puis respecter les contraintes en termes d'émissions. Alors là, vous avez un petit graphe, c'est assez simpliste, mais qui est assez intéressant, qui vous montre que si vous voulez vous fixer la cible de 21 grammes, de 95 grammes pardon, en 2001, on voit qu'avec, donc ici vous avez en abscisse la masse du véhicule et en ordonnée les CO2 émis en grammes par kilomètre. Ce dont on s'aperçoit assez facilement, c'est qu'avec des motorisations assez conventionnelles thermiques, au-delà d'une certaine masse de véhicules, bah, vous allez avoir du mal à empêcher cet emballement d'émissions de CO2. C'est typiquement lié à la masse du véhicule, à la mise en mouvement, elle est énergivore, donc voilà. Vous reconnaissez ici par exemple que les constructeurs européens qui ont massivement une flotte de véhicules lourds se trouvent vraiment en difficulté pour atteindre donc, les objectifs en termes de CO2. Et donc on a tout un panel finalement de solutions qui vont aller du pur électrique. Alors bien évidemment en raison de la masse des batteries, force est de constater qu'aujourd'hui les solutions sont plutôt des solutions de véhicules urbains faible masse. Et puis vous allez avoir entre le mild hybrid qu'on appelle et puis le plug-in, bah, tout un panel d'offres qui vont permettre effectivement d'adresser les besoins. Il est évident que, bah, on en a parlé aussi hier, hein, c'est probablement les enjeux sont ici et il y a encore pas mal d'innovations à apporter dans ce domaine-là. On le verra notamment sur le 48 volts plug-in hybride qui aujourd'hui n'existe pas mais sur lequel on y travaille beaucoup. Alors, quelques mots sur les émissions de polluants. Sachez que dans l'environnement aujourd'hui du Dieselgate, certains font quand même très vite l'amalgame moteur thermique, moteur polluant. Ce qui est bien dommage, c'est que les motorisations thermiques aujourd'hui, qu'elles soient diesel ou allumage commandé, n'ont jamais été aussi propres et finalement n'ont jamais offert autant d'agréments de conduite et de performance. Bon, après, il y en a qui ont joué, qui ont perdu, donc avec le Dieselgate. Alors, effectivement, je ne dis pas que les émissions sont sympathiques pour un moteur de diesel, mais ceci dit, force est de constater quand même que la réglementation a toujours forcé les constructeurs à s'améliorer. Et aujourd'hui, bah, on a quand même des niveaux d'émissions qui sont extrêmement faibles et de plus en plus contrôlés. Donc
voilà, c'est un état de fait. Sachez quand même, alors pour les béotiens, ça ne parle pas beaucoup tout ça, mais sachez qu'il y a des cycles d'homologation aujourd'hui qui ont été revus, donc beaucoup plus réalistes. Il y avait tendance à l'époque à faire des homologations sur des cycles qui n'avaient pas de réalité par rapport à l'usage qu'on en faisait, ce qui veut dire que les constructeurs satisfaisaient les réglementations, mais à l'usage, on se retrouvait assez loin en termes d'émissions de polluants. Ce qui est toujours d'ailleurs un peu le cas au niveau des consommations de carburant. Vous avez pu sûrement vous apercevoir qu'entre un véhicule que vous achetez sur le catalogue qui doit faire tant de litres au 100, et dans la réalité, il y a toujours un petit peu d'écart. Et rarement à notre avantage. Ceci dit, voilà, donc la réglementation en termes de cycle est très exigeante. Et puis, ce qui est arrivé à l'aune d'Euro 6 et d'Euro 7, donc c'est des niveaux de sévérisation qui vont croissantes, on voit arriver ce qu'on appelle les conditions réelles d'utilisation, où également on va demander aux constructeurs de mettre sur le marché, de mettre dans la rue des véhicules qui... Alors, ce sont des schémas effectivement qui vous montrent, par exemple, à l'aune ici d'Euro 6, qui est donc appliqué en 2020, et à l'aune d'Euro 7, donc ça ce sont des normes européennes. Vous avez effectivement ici quelque chose qui vous montre que le cycle d'homologation il est nouveau et surtout il va traiter des conditions de température du véhicule entre 14 et 30 degrés, mais également on a également des exigences en termes d'émissions, en termes de niveau d'émission à moins 7 degrés. Et les cycles qu'on appelle RDE, eux aussi vont également comporter des exigences pour une utilisation, on va dire, classique, mais également une prise en compte de l'altimétrie du véhicule. Vous savez que quand les véhicules atteignent une certaine altitude, souvent les constructeurs prenaient une certaine largesse pour pas non plus, en tout cas, s'autoriser à détarer les moteurs ou à faire en sorte qu'ils ne respectaient pas les normes. Ce que je suis en train simplement de vous dire ici, c'est que les niveaux d'exigence concernent des cycles qui sont de plus en plus traduisent de plus en plus la réalité, avec une autorisation à sortir des objectifs qui va être de plus en plus sévère. Ça veut dire quoi? C'est qu'en mode RDE, aujourd'hui, on autorise que des émissions puissent dépasser, on va dire, 50% les émissions qui doivent être homologuées sur le cycle d'homologation. Vous voyez qu'à Euro 7, on n'autorisera plus aucun dépassement par rapport aux cibles qui sont affichées. Donc tout ça pour dire, retenez que la réglementation importe de très forte réduction d'émissions de polluants, notamment les NOx et les particules, que la prise en compte d'un coefficient ici qui autorisait des dépassements va devenir 1, donc on sera sur les mêmes niveaux d'exigence. Par contre, il est clair qu'en termes de motorisation thermique, ça nous pousse à revoir aussi un peu notre copie, et notamment les conditions de roulage à froid qu'on a ici évoquées. C'est quand même assez problématique à traiter dans le cas des véhicules hybrides, où vous le sentez bien, le moteur thermique ne va pas être en utilisation constante, donc il va s'arrêter, il va redémarrer, il va probablement de temps en temps se refroidir, et donc il faut maintenir une efficacité du système de post-traitement qui permette effectivement de passer ces exigences. Alors, AISPEN, comment on se positionne par rapport à ça? Donc on a 3 axes de développement. On essaye d'améliorer les motorisations thermiques et d'optimiser l'utilisation des carburants classiques et futurs par rapport à ces motorisations thermiques. C'est ce qu'on appelle l'adéquation moteur-carburant. Donc on travaille bien évidemment, et vous allez voir, il y a encore du job à faire pour améliorer l'efficacité des motorisations thermiques. Et on travaille bien évidemment sur l'empreinte environnementale, en essayant effectivement d'adapter les motorisations des carburants dits bas carbone. Alors il y a toute la génération des carburants dits 2G, mais également les futures générations, et également l'e-fuel et le biogaz dont on regarde effectivement l'adaptation des motorisations. Et puis toujours pareil, sous contrainte de très faibles émissions de polluants locaux. Voilà. C'est quoi e-fuel? Les e-fuels, ce sont des carburants qui vont donc être créés à partir finalement de biomasse la plupart du temps. Donc on va faire une gazéification de biomasse, on va récupérer du CO et puis via l'hydrogène, on va pouvoir, par un procédé dit de Fischer-Tropsch, restructurer des molécules qui vont être bien sympathiques parce qu'on va finalement contrôler la chaîne carbonée, et donc elles vont avoir des propriétés pour le moteur thermique excellentes en termes de combustion et en limitant naturellement les émissions de polluants. C'est un fuel artificiel tout à fait. Avec le corollaire, vous sentez bien que les procédés pour faire des fuels en termes de bilan énergétique, il
il faut bien parler de, enfin, il faut bien être vigilant sur ce qu'on dit. Hein. C'est très énergivore et a fortiori, carboné, la conclusion, vous la connaissez mieux que moi. Donc, mais c'est une tendance aujourd'hui qu'il faut qu'on traite et en tous les cas, il faut qu'on se positionne par rapport à ça. On est à l'IFPEN, alors ça ne se sait pas parce que ça fait finalement moins de 10 ans qu'on y est. On développe des électrifications de véhicules à travers des machines électriques. Aujourd'hui, l'IFPEN met sur le marché des motorisations électriques. Alors, dans le cas des véhicules électriques, personne n'en a parlé encore aujourd'hui, mais il y a un constructeur français qui s'appelle Exam qui commercialise des Exam électriques. Sachez que le moteur thermique de l'Exam est un produit qui a été développé par IFPEN et son partenaire Mavel italien. Hein, voilà, donc aujourd'hui, IFPEN adresse ce marché. Et puis, eh bien, on est également dans ce qu'on appelle la mobilité connectée avec une offre. Vous allez voir, donc, il y aura une slide qui synthétisera ce qu'on fait. L'idée, c'est d'aider l'utilisateur à améliorer sa conduite en lui donnant des informations de type dans votre trajet entre A et B, vous avez été loin de l'optimum énergétique, vous pourriez améliorer votre conduite. Alors ça, les professionnels de la route ont ces aides à la conduite, mais l'idée, c'est effectivement aussi de proposer ce genre de solutions qui sont gratuites, hein, on le verra, à tout à chacun. Et vous pourrez télécharger sur votre smartphone une application que je vous montrerai tout à l'heure, et vous verrez, c'est une aide assez intéressante pour aider à la conduite et être plus vertueux dans notre utilisation de notre engin de mobilité et puis faire des bilans CO2, émissions de polluants. On verra, c'est assez intéressant. Alors j'en viens maintenant sur la motorisation thermique. Donc notre travail consiste à améliorer précisément le système de combustion, et notamment pour les applications hybrides automobiles. Hein, on a bien compris que l'hybridation, c'est un fait et c'est le meilleur moyen de réduire les CO2. Donc on travaille à des moteurs qui sont bien adaptés dans les cycles d'usage du véhicule hybride. On travaille également toujours sur un peu le diesel. Hein. Alors le diesel, vous savez, dans le cas des applications VL, il n'a pas le vent en poupe, hein, donc ça serait mentir de vous dire qu'il y a toujours une activité forte dans le secteur. Hein. La plupart des constructeurs ont mis 6